Un rabalaire, c'est... il faut dire un rabalaire d'abord. Voilà. Alors, j'ai pas, bon, tout le monde n'est pas censé connaître l'occitan non plus. C'est un terme occitan qui désigne une personne qui est jamais chez elle, qui est toujours par bons et par veaux, à droite, à gauche, qui peut avoir un chez lui, enfin un chez soi, mais qui est toujours chez le voisin. Voilà, ça désigne finalement aussi bien un vagabond qu'un pique-assiette. Et donc voilà, et le personnage de mon roman donc est où est-ce qu'il est convenu d'appeler un rabalaire. Voilà, c'est quelqu'un qui habite à Bellegarde, un endroit une ville fictive dans le sud-ouest, enfin on va dire à l'est du sud-ouest, voilà, ou à l'ouest du sud-est, et qui au cours de ses pérégrinations à vélo, il fait beaucoup de vélo, va découvrir un monde, un endroit perdu, puisque c'est à 50-60 km de chez lui, et il ne connaissait pas du tout ce coin, et il le connaissait comme ça pour avoir traversé, mais il va y aller de plus en plus profondément, et découvrir un monde, un monde très, très singulier. Une campagne vraiment perdue entre hors d'âge, on va dire un peu hors d'âge. Il y a notamment un vieux paysan, Henrik, qui vit avec une jeune femme dont on ne sait pas trop ce qu'ils foutent ensemble. Il y a un jeune mec aussi, Jordan, qui traîne là-dedans. Il y a une vieille dame, Adeline, une vieille paysanne, Adeline, mais qui est moins vieille qu'Henrik. Voilà, tous ces vieux n'ont pas vraiment d'âge. On dit qu'Henrik vient de notre temps, on dit qu'il a passé les 100 ans. Et tout ce monde, lui et d'autres gens autour, s'entretiennent bien grâce à une potion magique, la potion magique du coin, qui est tenue très très secrète, c'est vraiment un secret même très très bien gardé, qui s'appelle la brigoule, qui rend puissant sexuellement, qui donne envie d'ailleurs, qui augmente la libido, qui fait venir vieux, voilà, et qui rend aussi très malin et hyper lucide. Et donc notre héros, donc Jacques Bangor, voilà, il s'appelle Jacques Bangor, notre héros va peu à peu rentrer dans ce monde-là, peut-être être aussi à l'origine de la fuite de ce secret si bien gardé, avec des gens qui vont s'en emparer pour en faire commerce. Que dire de plus? Non, je reprends le terme rabalaire quand même, parce que effectivement, bon, Jacques Bangor, donc il traîne dans ce coin, autour de ce pays que j'appelle, qui est tout autour d'un col un peu mythique pour lui, qui s'appelle le col de l'homme mort. Voilà, les cols de l'homme mort, d'ailleurs, il y en a plein en France. Et donc déjà le nom est très évocateur, quoi. On va dire que c'est suffisamment mystérieux et mythique pour l'intriguer au début. Donc il rôde beaucoup, il traîne beaucoup dans cet endroit parce qu'il a très envie de rencontrer ces gens, d'en savoir plus sur eux. Il y a aussi un curé, le curé de Gogelis, qui est un personnage très... pareil, très mystérieux, puis qui s'avère de plus en plus avec une drôle de moralité, on va dire, qui est très dévoué envers son prochain aussi, quand même. C'est-à-dire une moralité bizarre, mais quand même qui va aussi avec un vrai dévouement pour son prochain, un vrai amour de son prochain d'ailleurs. Et donc Jacques est très attiré par ce monde-là, il n'arrête pas de traîner là, mais il va aussi dans d'autres endroits, il va notamment beaucoup à Clermont-Ferrand, alors il va pour du travail aussi dans un premier temps, mais aussi attiré par un homme qui est censé lui trouver du travail. Il y a des amis, quoi. Il va aussi, il a aussi une liaison une liaison très compliquée et très distendue, on va dire, avec Robert, un paysan qui habite dans le Lot. Enfin, un paysan, non, il n'est pas du tout paysan, Robert. Ses parents sont paysans, mais lui, il travaille, il a un travail, il se lève à 4h du matin pour aller bosser. On ne sait pas trop où, d'ailleurs, quoi. Et
Et donc, voilà, Jacques Bangor navigue entre tout ce monde-là, quoi. J'aime bien aussi dire quand même du roman, ça c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même de l'ordre de la flânerie littéraire, quoi. Enfin, on est dans la tête, dans la tronche de mec de ce Jacques Bangor qui va et qui vient, auquel il arrivera il arrive beaucoup d'aventures quand même, il arrive vraiment, ouais, il se passe beaucoup de choses dans le roman. Il y a même des meurtres, et on va même rentrer dans sa paranoïa, puisque c'est quand même lui le meurtrier, et il a quand même peur qu'on sache que c'est lui. On va rentrer dans sa paranoïa, et dans son désir des autres. On navigue toujours un peu entre ces deux eaux. Et donc oui, on rentre, ouais, on est dans sa tête et on avance avec lui, quoi. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la flânerie, quoi. C'est un roman qui prend son temps, je pense. Enfin, qui prend son temps tout en avançant, quoi. D'ailleurs, ça c'est longtemps appelé Je cherche quelqu'un, ce roman. Oui, il cherche vraiment, il cherche quelque chose, il cherche quelqu'un. De toute façon, il est attiré par ces gens-là, quoi. Voilà, par leur mystère. Ben, puis il y a du désir, il y a vraiment du désir pour l'autre, quoi. Voilà, qui parfois alors, est-ce qu'on dit, oui, qui s'assouvit, qui parfois trouve sa résolution dans le sexe, et parfois non, quoi, qui le trouve un peu autrement, quoi, voilà, ou qui parfois ne trouve d'ailleurs pas de résolution, quoi. Ça va être un peu le cas avec Rosine, la patronne du café de Gaugueluze, voilà, la dame qui tient le café de Gaugueluze, et avec qui effectivement il y a quelque chose. Bon, il se trouve qu'elle est la mère du mec qu'elle a assassiné, donc il va y avoir beaucoup de doutes, ça va foutre pas mal le bordel, quoi, cette histoire. Mais il y a du désir et de la méfiance, on va dire, quoi. Voilà. Mais je pense que le roman est vraiment là à la croisée de ça, du désir et de la peur de l'autre, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Voilà. D'ailleurs, le gars qui l'assassine, le fils de Rosine, Éric Fabre, il l'assassine et il en vient à être persuadé même qu'il a finalement assassiné un mec qui voulait l'aimer, quoi. Voilà, qui avait juste envie de coucher avec lui et qui s'y est mal pris. Voilà. C'est un roman où se croisent beaucoup de choses. Je pense que même ça part finalement sur un mode de chronique, sur le mode d'une chronique tranquille, presque sociale, quoi, même un peu. Il y a des couplets même politiques et sociales, dans le sens où aussi on est avec un mec qui a décidé, qui est au chômage, qui a eu des petits soucis avec son patron, mais qui est un ami, son ancien patron, mais qui est un ami, avec qui ils ont monté une boîte qui a pris peut-être petit à petit une certaine ampleur, quoi, qui s'est développée tranquillement, une boîte de fabrique de sous-vêtements, de lingerie féminine notamment, enfin lingerie féminine et masculine, quoi. Et lui, il se pose beaucoup de questions. Lui, ça l'arrangeait bien finalement de se faire virer, mais il se pose beaucoup de questions sur comment son ancien patron on va dire, a profité de difficultés économiques pour restructurer sa boîte et écarter des gens autour de lui, quoi. Mais on ne sait pas aussi si c'est la réalité ou si c'est de la paranoïa, quoi. On est quand même toujours dans le doute. Et on est dans le doute de ce mec, parce que lui-même est jamais très sûr de son fait. Donc on part, sur le mode d'une chronique sociale, mais géographique aussi, je pense. Il y a quelque chose de très géographique dans le roman, puisqu'on construit, on se promène, d'abord on se promène dans un petit territoire, on explore un petit territoire. Là c'est vraiment une géographie inventée à partir d'éléments qui existent. Je me suis inspiré d'endroits réels que j'ai un peu remixé pour en faire un endroit à moi. Et tout ça se déroulant dans un triangle plus large qui serait un triangle entre Toulouse, Clermont-Ferrand et Montpellier. D'ailleurs, l'action se passe clairement entre Montpellier et Clermont-Ferrand, quoi. Il y a aussi quelque chose de très... on est dans le monde d'aujourd'hui, quoi. Il y a des attentats, il y a des attentats à Clermont-Ferrand. Il est même presque témoin, le héros d'attentats à Clermont-Ferrand, tandis qu'il est en train
de négocier avec une prostituée à Clermont. Et donc effectivement derrière cet attentat il y a tout un couplet politique, toutes les interrogations de ce gars à propos des terroristes, qu'est-ce qui fait que ces mecs-là sont venus à ça, et toute sa réflexion de lui par rapport à ça, comment il perçoit, de sa perception aussi de ces événements, et de sa perception du monde et de la dureté du monde actuel et de cette espèce d'impasse, de marasme général qu'on est un peu en train de connaître, quoi, qu'il soit social, qu'il soit économique, qu'il soit écologique. Voilà. Et puis peu à peu là-dedans, effectivement, je pense que déjà le roman tient là-dessus pendant quand même pas mal de pages, et puis petit à petit vient se greffe là-dessus effectivement des histoires de désir, des affaires amoureuses, d'affaires sexuelles. Il y a quand même beaucoup de séquences de sexe, quoi. Il est homosexuel, il a des liaisons avec des femmes, en tout cas il y a des séquences dites hétérosexuelles aussi. Donc le roman est très nourri par ça, et puis après, lorsqu'intervient le meurtre, il y a un double meurtre même, mais dont un qui est fait par générosité, le héros dit qu'il a donné la mort, quoi, et un autre qui est un peu plus accidentel, quoi. Mais après le meurtre, oui, effectivement, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus... on rentre dans du policier, quoi, avec des interrogatoires, avec des gendarmes assez bizarres, les gendarmes de Roquebrune qui font leur enquête, qui mènent leur enquête d'une drôle de façon. Et la police de Clermont-Ferrand qui, en plus de mener l'enquête sur le meurtre, qui va se greffer en menant son enquête sur la Brigoule, quoi, des gens se sont emparés de la Brigoule, de cette espèce de potion magique hyper locale pour la ramener en ville, et ça a des effets assez ravageurs, quoi. Donc la Brigoule à haute dose a des effets secondaires très désagréable, voire même dangereux, quoi. Et donc au bout d'un moment tout ça se mêle, quoi, voilà, les affaires de désir, les affaires policières, les affaires politiques, parce qu'il y a toujours quand même cette paranoïa vis-à-vis d'un jeune mec, Abdou, un jeune mec donc arabe, sans abri, et dont le héros ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'il doit le suspecter, le dénoncer, ou est-ce qu'il doit pareil l'aimer, quoi? Que veut ce jeune mec, quoi? Donc il y a tout ça qui se brasse, et jusqu'à ce que finalement le héros devienne un peu... se retrouve coincé, quoi. Enfin, de toute façon, au bout d'un moment, il a la police de Clermont-Ferrand et la gendarmerie de Roquebrune tout le monde a à peu près compris que c'est lui le meurtrier. Il leur manque plus qu'un cadavre, quoi, voilà, à trouver. Et donc, il se retrouve coincé dans sa vie, dans sa tête, dans ses et puis même concrètement, quoi, c'est-à-dire il est menacé là, directement, là, c'est la prison qui l'attend, il a très peur de la prison, il a très peur, il est très claustrophobe, hein, il a des pensées très claustrophobiques, assez horrifiques, et sans compter qu'il y a aussi le mari de la prostituée avec qui il a une histoire qui dure un peu, qui le recherche. Donc il est vraiment acculé, quoi. Il se retrouve dos au mur à un moment, et il s'en sortira, je dis pas comment, quoi, mais je pense qu'il y a aussi quand même une grande part de fantastique aussi dans le roman, quoi, voilà. Il y a même des séquences qui sont pas loin de quelque chose d'assez gothique, on va dire, quoi. Séquences de déterrement et de réenterrement d'un cadavre, notamment.
Comme souvent chez moi, quand même, j'ai traité aussi ce roman d'une façon. Alors, il est très ancré dans le monde d'aujourd'hui, quoi. Et en même temps, il s'en éloigne, il s'en affranchit beaucoup. Bon, déjà la Dourougne, la Brigoule, la Dourougne, tout ça, c'est des choses qui sont complètement inventées. Il y a des choses qui sont même le curé, finalement, le curé vit d'une façon qui n'existe plus, qui rappelle le curé des anciens temps, quoi. Je pense que ça mélange les temps, et ça mélange aussi, et ça rapporte aussi dans ce réalisme, ça rapporte, j'ai du mal à parler de surréalisme, mais ça rapporte oui, je pense qu'il y a vraiment du fantastique, quoi. Il y a un rapport à l'au-delà, il y a des visites, alors je dirais pas par quel biais, mais il y a quand même, la potion poussée un peu à son extrême permet d'aller visiter les morts, quoi. Il y a des visites aux morts, il y a deux séquences de, je parle de séquences, c'est très, très cinématographique. Il y a deux passages de visite, de voyage même, de voyage au royaume des morts, quoi, au pays des morts. On peut penser à des expériences chamaniques, c'est pas du tout interdit, quoi. Oui, je suis parti dans ce roman en me disant, bon, mais voilà, je rentre dans une histoire et je l'écris telle que je la pense, avec ma langue à moi, et on est proche d'un langage parlé, quoi. On sent, y compris avec les erreurs de syntaxe que ça suppose, quoi. Voilà, je me suis attaché justement à garder des choses qui appartiennent plus au langage parlé et à mon langage à moi, parce que quand même il y a des gens qui, même parlent beaucoup mieux que moi, quoi. Une espèce de logorée comme ça qui ne s'arrête pas, quoi. Voilà. D'ailleurs, le roman n'est pas chapitré, la nuit se passe, on reprend le lendemain sans changer de paragraphe. J'aime bien cette idée de partir et d'être toujours dans le présent, de parler qu'au présent. Il n'est pas du tout de passé ni de passé composé. On est toujours dans le présent. Le narrateur parle au présent et il parle de ce qui lui passe par la tronche au moment, et de ce qui lui passe par la tronche et de ce qu'il est en train de vivre, quoi. Avec des descriptions aussi détaillées que possible. Et puis je pense que les journées, le roman est très 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 peu elliptique, quoi. Voilà. Parce qu'on est toujours avec lui. Bon, après, moi, c'est un projet politique qui est devenu politique là au bout d'un moment, quoi. C'est cette idée de faire en sorte que de sexualiser d'érotiser, on va dire même, et de sexualiser donc la paysannerie, la classe ouvrière, quoi, par rapport à des discours que j'entendais, ou des choses que je voyais moi dans les années 80, les années 90, même encore, quoi. Finalement, c'est vrai que si on regarde les films, la presse magazine, quand on regarde ce qui nous reflète le monde, on a l'impression que là, effectivement, le sexe serait réservé qu'à des jeunes urbains d'un certain niveau de vie, quoi. Voilà, des jeunes urbains bourgeois, quoi. Voilà. Disons que c'est devenu un projet politique, et puis en même temps ça reflète aussi une réalité, quoi. Il y a quand même ça à la campagne. Après, c'est quelque chose que j'exagère beaucoup, quoi. Voilà. Mais et puis c'est quelque chose que j'exagère beaucoup, et c'est aussi quelque chose que j'invente, parce que ça me plaît d'inventer ça, quoi. Voilà. Mais bon, après c'est des choses que j'ai connues aussi, quoi. Hein, donc j'extrapole quelque chose que j'ai connu, quoi. Voilà. Non, puis c'est mon monde, quoi. Voilà. C'est mon monde, c'est le monde que j'aime, qui me tient à cœur. Et je pense que dans celui-ci aussi, comment dirais-je, il y a quand même cette quête de l'immortalité qui est quand même à l'heure actuelle, qui est quand même une quête très très urbaine. Il y a le transhumanisme qui est très urbaine, très moderne, c'est-à-dire que l'envie de ne jamais mourir, quoi, est réelle, quoi. Voilà. Et
Et j'ai bien aimé, ouais, c'était important pour moi aussi de transposer ça, ce désir, et en plus, cette vanité, quoi, de ne pas mourir, de le transposer dans les mondes perdus, quoi. Alors moi je construis mes romans, je pars en fait les romans depuis maintenant une trentaine d'années. Finalement c'est souvent mes points de départ pour des films, quoi. Voilà. Donc je pars sans aucun plan, rien, et je me dis tiens, et ça avance. Sauf que généralement, au bout d'un moment, je me disais, enfin, j'avais coutume et je me dis encore, sur certains romans que j'ai commencé, je me dis, oh non, mais finalement, c'est le scénario que je suis en train d'écrire. Donc, j'arrête de l'écrire en roman, et j'en fais le scénario. Et là, j'ai décidé de continuer. Il y a des pistes. Alors, les personnages n'existent pas dès le départ. Enfin, à part Jacques Bangor, je pense que j'avais aussi très vite cette idée de la prostituée. Je pense qu'il y avait quelque chose, ce vieux bonhomme là, Henrik, le vieux paysan, pareil, c'est une figure que j'avais déjà en tête. Et après, il y a des gens qui arrivent, que je décide de garder, de travailler, ou que je décide de mettre de côté. Et bon, puis après, vogue le navire, hein, ça avance comme ça avance, puis après je retravaille, on revient en arrière, je continue. Et les personnages finalement se construisent avec finalement avec la langue, quoi, se construisent avec l'écriture. Je pense que c'est ce qu'on peut appeler un roman jubilatoire, dans le sens où effectivement il y a, oui, moi je sais que j'ai très envie, enfin non, ça a été même un grand bonheur, une grande, ouais, je pense que j'étais même avide de repartir vivre avec ces personnages, quoi, ou de repartir animer ces personnages, mais en même temps, est-ce que je les anime vraiment? Je sais pas. En tout cas, je suis ressorti au bout après 5 ans d'écriture avec cette impression quand même, ce baby blues, d'avoir quitté tout ce monde-là, quoi, hein, de ne plus être avec eux. Et puis je pense qu'il y a il y a une grosse amie, mais comment dirais-je, ouais, de raconter, quoi, de raconter une histoire, de raconter des histoires, de tisser des histoires, de tisser des liens entre les personnages aussi. Ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, quoi, le tisser des liens, et de tisser des liens nouveaux aussi entre les personnages, quoi. J'aime bien essayer d'inventer des rapports entre les personnages, entre les gens.